Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième cours sur le cancer de prostate qui est réservé cette fois-ci à la partie traitement. J'espère que vous m'entendez. Je vais voir s'il n'y a pas de s'il y a pas de souci. Vous me dites si vous m'entendez. J'attends. Apparemment, vous ne m'entendez pas, puisque sur les 13 personnes connectées, personne ne répond. Ah, très bien, parfait. Il y avait un petit retard. Alors, voilà, bon, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la première partie sur le diagnostic, sur le dépistage, le diagnostic précoce du cancer de la prostate. J'avais essayé donc de bien expliquer le cours et de réserver un deuxième cours pour la partie traitement. Alors, les prérequis, je considère le cours que j'ai fait la dernière fois comme un prérequis, donc le diagnostic, d'accord. La classification TNM surtout, et la stadification du cancer de la prostate selon D'Amico. Parmi les objectifs du cours, donc la dernière fois, en principe, vous avez su qui et quand dépister. Vous devez en principe savoir poser le diagnostic d'un cancer de la prostate qui est suspecté sur des éléments cliniques et biologiques et confirmé par des biopsies transrectales après avoir fait une IRM. En principe, vous devez connaître le bilan d'extension devant un cancer de prostate, d'accord, qui est assez simple. Une IRM, une scintigraphie osseuse pour la majorité des cas, plus ou moins TDM dans le haut risque. Et bien sûr, l'objectif de ce cours serait de connaître les modalités thérapeutiques et leurs indications. Je vérifie juste que ça marche bien. Très bien. Alors, j'ai refait deux plaques du dernier cours, d'accord. Ça parle de stadification. Donc, après avoir fait le diagnostic d'un cancer de prostate et le bilan d'extension, vous devez être devant un patient soit qui présente un cancer de prostate localisé ou localement avancé, c'est-à-dire M0, d'accord, soit vous êtes devant un patient métastatique qui présente des métastases osseuses le plus souvent parce qu'elles sont les plus fréquentes ou qui présente des métastases ganglionnaires ou hépatiques ou pulmonaires. Je vous avais expliqué que le cancer de prostate localisé se divisait en faible risque, en risque intermédiaire et en haut risque. Alors, très brièvement, voilà, le cancer de prostate localisé à faible risque doit avoir un PSA inférieur à 10, un ISUP 1, rappelez-vous de l'ISUP 1, donc le premier grade de l'échelle, ou alors un Gleason à 6, avec un T2A maximum, ça veut dire soit une tumeur qui n'est pas palpable ni visible à l'imagerie, soit une tumeur qui est palpable et qui occupe moins de la moitié d'un lobe. Le risque intermédiaire, c'est un patient qui devrait présenter un PSA entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre, avec un Gleason 7, et un T2B, c'est-à-dire une lésion qui pourrait être étendue à plus de la moitié d'un lobe sans toucher les deux lobes. Le haut risque, bien sûr, c'est un PSA qui est supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, ou un Gleason supérieur à 7, ou un T2C, à savoir une tumeur qui est étendue aux deux lobes de la prostate. Alors, le plan de secours, il sera quand même ce sera plutôt assez pratique, comme on fait tous les cours de cancérologie. C'est-à-dire qu'on parle de tous les moyens thérapeutiques qui sont mis à nos dispositions
Et on finit par citer quelles sont les indications de chaque moyen thérapeutique. Alors, on va parler dans un premier chapitre du cancer de la prostate localisé et dans un deuxième chapitre du cancer de prostate métastatique. Bien sûr, leur traitement diffère complètement. Alors, dans le cancer de prostate localisé, on va parler des traitements différés, c'est-à-dire pas de traitement immédiat. On va parler de la prostatectomie totale. On va parler de la radiothérapie externe. On va parler de la curithérapie. On va parler des traitements focaux, vous allez voir. Et bien sûr, on finira par les indications de ces traitements-là. Puis, on passera au cancer de prostate métastatique et là, on parlera d'hormonothérapie, principalement, de chimiothérapie, et je vous dirai un petit mot sur la résistance à la castration. Alors, comme introduction, bien sûr, vous savez très bien que le dépistage individuel par le PSA a permis un diagnostic précoce. Là, bien sûr, il y a une meilleure définition des caractéristiques évolutives des tumeurs qui permet de déterminer quels sont les groupes de tumeurs qui ont un bon pronostic, quels groupes de tumeurs ont un pronostic défavorable, qui permet bien sûr de porter des indications thérapeutiques avec précision. L'évaluation de l'espérance de vie est un paramètre essentiel pour porter l'indication d'un traitement à visée curative. Je pense vous en avoir parlé la dernière fois. Qu'on soit devant un patient de 50 ou 60 ans ou devant un patient de 75 ans, ça change tout. On n'est plus du tout devant la même espérance de vie. Et donc, proposer parfois un traitement curatif chez un patient âgé, ça peut n'avoir aucun intérêt. À un stade métastatique, la place de l'hormonothérapie, bien sûr, elle est prépondérante, vous le savez tous. Et il faut savoir que ce traitement est palliatif, avec une efficacité qui est transitoire. Enfin, il faut savoir que le pronostic d'un cancer de prostate métastatique était autour de 1 an, de 12 mois dans les années 90. Et actuellement, avec tous les traitements disponibles, chez un patient métastatique, on a quand même une survie qui est autour de 5 à 6 ans. Donc vous voyez les progrès réalisés et vous voyez aussi le bon pronostic d'un cancer de prostate qui est, voilà, quand même avec un stade métastatique, vous dites au patient qu'il a quand même des chances de survivre encore 5 ou 6 ans, voire beaucoup plus. C'est quand même pas négligeable du tout. Alors, est-ce que tout va bien? Tout le monde suit? Très bien. Alors, première entité, premier moyen thérapeutique d'un cancer de prostate localisé, en fait, c'est un traitement différé. Ce n'est pas un traitement qu'on va proposer dans l'immédiat au patient. On va lui dire, on te traitera peut-être dans l'avenir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres cancers pour lesquels on propose un traitement pareil, un traitement différé. Vous me direz. Alors, le premier traitement différé, c'est l'abstention-surveillance. C'est-à-dire, on va instaurer un traitement palliatif, non curatif, chez un patient qui est actuellement asymptomatique, mais qui dans l'avenir deviendra symptomatique. D'accord? Alors, chez qui on va proposer cette abstention-surveillance? Chez des patients qui ont un cancer non agressif, donc on va parler de T1, T2 et tout, on va parler d'un faible glycone, et aussi chez un patient qui a une espérance de vie inférieure à 10 ans. D'accord? Je vous disais dans l'introduction que l'espérance de vie était un facteur très important à prendre en considération afin de décider de traiter un patient. Donc, c'est quoi l'abstention-surveillance? Ce patient qui a une espérance de vie inférieure à 10 ans, il est cardiopathe, il est diabétique avec complications, cécité, nécrose du membre inférieur, je ne sais quoi d'autre. Il a 75 ans et on découvre chez lui, comme par hasard, un cancer de prostate de faible risque, d'accord? Ou de risque intermédiaire, on va dire une petite tumeur qui ne paraît pas être agressive. Qu'est-ce qu'on va dire à ce patient? Bon, qu'on le lui dise ou non, on va lui dire qu'il a beaucoup de chances de mourir de ses autres comorbidités, d'accord, que de mourir de son cancer de prostate
vu que c'est une tumeur qui a quand même une évolution très très lente. Donc s'il est au stade localisé avec un faible risque, au bout de 5-6 ans, il sera peut-être localisé, la tumeur sera de risque intermédiaire ou de haut risque, mais il sera encore localisé. Et on se dit de toute façon, même s'il passe au stade métastatique au bout de quelques années, 5-6 ans voire plus, on pourra instaurer un traitement palliatif à ce stade et lui donner une hormonothérapie. Alors, ça, c'est le premier traitement différé chez des patients qui ont une faible espérance de vie. Donc, on ne va rien leur faire. On a fait un diagnostic de cancer de prostate. On leur dira, votre cancer de prostate a très peu de chances d'évoluer et de vous tuer, de vous donner des métastases et de vous gâcher la vie. Et donc, on ne va pas le traiter maintenant. Si un jour il deviendra symptomatique, on va le traiter, tout simplement. Deuxième traitement différé, et qui est beaucoup plus important, et cette fois-ci, écoutez-moi bien, c'est un traitement différé, mais qui est curatif. Il n'est pas palliatif, contrairement au premier. Alors, la surveillance active, il faut savoir que c'est une option thérapeutique qui est curative, mais qui va déplacer le moment du traitement curatif. D'accord? Tout en restant dans la fenêtre de curabilité de la maladie. Je m'explique. Un patient se présente, il a fait un dosage de PSA, il est revenu à 4,2, bon, à peine on va dire limite. On ne trouve rien au toucher rectal, ni à l'imagerie. On fait une biopsie. Sur les 12 carottes biopsiques, on va trouver 1 ou 2 mm de cancer de prostate de Gleason 6. On sait très bien que c'est un cancer qui a une évolution très lente. On va se dire que c'est un Gleason 6. Il a une petite lésion de 1 à 2 mm sur une seule carotte sur 12. Si on le surveille de manière active, peut-être que dans 4 ans, peut-être dans 3 ans ou 4 ans ou même plus, on découvrira que sa tumeur aura augmenté de taille ou aura changé de grade. Elle sera passée par exemple à un Gleason 7 ou alors il y aura apparition de nodules. À ce moment-là, on pourra toujours lui proposer un traitement curateur qui sera par exemple une prostatectomie radicale. Et donc, pourquoi on a pensé à cette surveillance active? C'est dans le but de ne pas surtraiter les patients. C'est-à-dire, au lieu de traiter un patient, de lui faire une prostatectomie radicale alors qu'il a 1 mm de tumeur, bien sûr, il aura une qualité de vie qui sera un peu altérée. Il aura peut-être de l'incontinence urinaire. Il aura peut-être ou sûrement une dysfonction érectile alors qu'il a par exemple 50 ans, il est encore sexuellement actif. Et tout ça, pourquoi? Pour 1 ou 2 mm de tumeur Gleason 6 qui de toute façon va évoluer très lentement. Donc ce qu'on va faire à ce patient, c'est qu'on va le surveiller de manière active et au lieu de l'opérer maintenant pour ce petit millimètre, on l'opérera dans quelques années quand sa tumeur aura des caractéristiques plus agressives, quand elle fera 1 cm ou plus, quand il y aura plusieurs biopsies positives, quand le Gleason aura changé. Et donc même s'il y a des effets secondaires à une prostatectomie par exemple, il va quand même garder ce patient une bonne qualité de vie durant plusieurs années avant d'être opéré. Alors il faut savoir que ce n'est pas une simple surveillance, c'est un protocole strict de suivi du patient. Donc il faut savoir détecter à temps une progression de la maladie vers un stade défavorable et donc de proposer un traitement radical. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est une option qui est thérapeutique curative, qui déplace le moment du traitement curatif, on va dire. D'accord? Que ce soit une prostatectomie ou une radiothérapie, vous verrez par la suite. Alors, pourquoi tout ça est venu? Bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte, on savait que certains cancers de prostate avaient une très faible évolutivité. Et donc, on s'est dit, on va surveiller ces cancers de prostate au lieu de les opérer, puisqu'il y a des effets secondaires, puisqu'il y a de la dysfonction rectile, puisqu'il y a de l'incontinence urinaire, puisqu'il y a d'autres complications. Alors, on s'est dit, on va simplement les surveiller. Donc, en les surveillant, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui sont passés au stade métastatique, un très faible pourcentage. Donc, on s'est rendu compte que c'était finalement une population hétérogène de cancer de prostate à faible risque. Et de là est venue la surveillance active qui est différente d'une simple surveillance. Donc c'est une surveillance
qui va, vous allez voir, inclure des rebiopsies, des touchés rectaux, un dosage de PSA, des IRM de contrôle, etc. Alors, la surveillance active implique la sélection des patients. On ne pourra pas proposer une surveillance active à tous les patients, bien sûr. Il faut bien sûr un protocole de surveillance, donner d'emblée aux patients un calendrier de surveillance. Et bien sûr, il faut déterminer d'emblée les critères d'échec et de traitement différé. Alors, brièvement, sachez que les critères d'inclusion sont le Gleason 6, donc l'ISUP 1, un taux de PSA inférieur à 10 nanogrammes, donc on est toujours dans le faible risque, avec un petit nombre de biopsies positives, peut-être 1 à 2 biopsies positives, avec un faible degré d'envahissement tumoral des biopsies. Si par exemple notre carotte biopsique elle fait 10 mm, si on a moins de la moitié de la carotte, par exemple 2-3 mm, de la carotte biopsique qui est envahie par la tumeur, on pourra l'inclure dans un protocole de surveillance active. Et aussi, bien sûr, le stade clinique. On ne peut proposer une surveillance active que chez un patient qui présente au maximum un T2A, c'est-à-dire une tumeur qui occupe moins de la moitié d'un lobe. Alors, chez ces patients, on va leur faire une consultation tous les 3-6 mois avec un taux de PSA, un toucher rectal. On fera aussi une nouvelle série de biopsies prostatiques dans les 18 mois pour confirmer que ce soit un Gleason 6, que ce soit un faible envahissement des carottes biopsiques, etc. Et par la suite, il faudra faire des biopsies en général tous les 2 ans afin de détecter si la tumeur passe à un stade défavorable et à ce moment-là, il faudra proposer un traitement curatif. Les critères d'échec, je vous l'ai déjà dit en fait, c'est une modification au toucher rectal, une augmentation du PSA au-dessus de 10 ou un temps de dédoublement rapide et une modification des paramètres biopsiques, par exemple le passage à un Gleason 7, un Gleason 8 ou alors avoir 3-4 carottes biopsiques positives. Alors, avec tout ça, il faut absolument prendre en compte le souhait du patient. Si un patient présente 1 mm de cancer et dans sa tête, il a un cancer, il doit s'en débarrasser le plus tôt possible, et c'est un patient qui deviendra malade si on ne lui fait pas une prostatectomie, on peut bien sûr lui proposer un traitement curateur. Donc, il est très important de faire adhérer le patient à ce protocole de surveillance active. Alors, j'ai fini avec les traitements différés. J'ai parlé de l'abstention surveillance. Donc, chez des patients qui ont une petite espérance de vie, une faible espérance de vie qui est inférieure à 10 ans, et chez qui il y a un cancer de faible agressivité, on va leur dire, vous avez beaucoup de chances de mourir d'autres choses, de votre cardiopathie, de votre diabète compliqué, d'autres choses. Et votre cancer de prostate qui a une évolution très lente ne donnera probablement pas de complications. Et de toute façon, si vous aurez un passage au stade métastatique où vous devenez symptomatique, on pourra toujours donner de l'hormonothérapie qui donne de bons résultats. Le deuxième traitement différé, c'est un traitement curatif, c'est la surveillance active. On le propose pour les patients à faible risque qui sont informés qu'il y a un protocole strict de surveillance. Ils savent qu'ils ont un cancer, mais qui est de très faible agressivité. Et donc, on va leur proposer une surveillance active, c'est-à-dire qu'on va les surveiller activement jusqu'à ce que leur cancer se transforme en un cancer plus agressif. Et à ce moment-là, on leur proposera un traitement curatif. Alors, je vais voir s'il y a des questions avant de continuer. S'il y a des questions sur le traitement différé. Bon, pour le moment, il n'y en a pas. On verra par la suite. Alors, deuxième traitement du cancer de prostate localisé. C'est peut-être un traitement que je défendrai auprès de beaucoup de patients. C'est la prostatectomie totale. Alors, il faut savoir que la prostatectomie totale est un des traitements de référence du cancer de prostate localisé. Et je ne le dis pas parce que je suis chirurgien, non. C'est le traitement qui offre le plus de garanties de contrôle carcinologique à long terme.
Si vous vous rappelez des cas cliniques que je vous ai présentés la dernière fois, on calcule des nomogrammes avec les données de chaque patient et quand on voit les résultats qu'après prostatectomie radicale, on a une survie à 10 à 15 ans à 99%. Quand on a une survie sans récidive qui dépasse les 60-70%, tout dépend des critères d'inclusion, on se rend compte quand même que la prostatectomie totale est un bon traitement pour le cancer de prostate localisé. Alors, la prostatectomie consiste en l'ablation de la totalité de la prostate, des vésicules séminales, en respectant les structures responsables de la continence et de l'érection. Vous verrez que dans certaines situations, ce ne sera pas possible de respecter les structures de l'érection surtout, d'accord? Mais dans tous les cas, on aura quand même une bonne récupération de la continence. Alors la prostatectomie totale, c'est un traitement qui a montré un bénéfice en survie globale uniquement si le patient a une bonne espérance de vie supérieure à 10 ans. C'est-à-dire que si le patient a déjà une espérance de vie limitée, il a 75 ans ou 80 ans, il lui reste, on va dire, statistiquement moins de 10 ans à vivre. On lui fait une prostatectomie, ça ne vaut pas le coup. On lui donne un autre traitement, on va dire moins agressif, qui a peut-être moins d'effets secondaires, mais qui donnera la même survie globale. Donc, les patients qui ont un gain en survie globale, ceux qui vraiment gagnent quelque chose, on va dire, en survie, c'est les patients qui ont déjà une espérance de vie supérieure à 10 ans. C'est à ceux-là qu'il faut proposer une prostatectomie totale. Alors, je vous ai fait une toute petite, c'est une petite vidéo. Alors, comment on fait la prostatectomie? Donc, on va aller par une incision suspubienne. On va aller ouvrir les fascias endopelviens, d'accord? Donc, vous voyez la prostate ici, la vessie ici. On va faire une ligature du plexus de Santorini, d'accord? C'est le plexus veineux que vous voyez ici. Ensuite, voilà, on fait une ligature, une section du plexus de Santorini. Par la suite, on va couper là le mur antérieur de l'urètre que vous voyez ici. On va récupérer la sonde en jaune ici. Puis on va aller libérer la prostate du plan postérieur qui est le plan avec le rectum. On va bien sûr la même occasion sectionner les bandelettes vasculo-nerveuses. On va aussi libérer les deux vésicules séminales. On va couper au niveau du col vésical et on a enlevé la prostate. À ce moment-là, il nous reste un col vésical bien ouvert et un urètre. Donc, bien sûr, on va faire une anastomose entre la vessie restante et l'urètre. Donc, pour schématiser ce que c'est qu'une prostatectomie. Alors, très peu de complications d'un geste qui paraît pourtant grand. C'est donc bien sûr le saignement, des hématomes, la lymphocèle, vous verrez pourquoi. On peut très rarement faire une plaie rectale, une plaie vasculaire au moment des curages, mais voilà, même s'il y a complications, en général, c'est des complications qui évoluent bien. Alors, il y a une complication médicale très importante, en principe, qui doit être citée dans toutes les pathologies cancéreuses, c'est les complications thromboemboliques. D'accord? Quand on touche le pelvis ou quand on opère une tumeur, c'est à haut risque thromboembolique et donc tous les patients sortiront avec une anticoagulation efficace. Les deux complications majeures, donc quand on est devant un patient, on va lui proposer une prostatectomie totale, on va lui dire qu'il va avoir de l'incontinence urinaire, mais qu'il a de fortes chances de la récupérer au bout d'un an par exemple, avec un moyen de continence à 90%, et une dysfonction érectile qui peut être de règle si on fait aucune conservation des bandelettes vasculo-nerveuses, vous les verrez par la suite, ou bien sûr, si on fait une conservation unilatérale ou bilatérale, il peut retrouver son érection dans 60 ou 90% des cas. Le curage ganglionnaire, la prostatectomie, on ne la fait pas seule, mais on la fait avec un curage ganglionnaire. Alors vous voyez sur la vidéo à droite une incision pour prostatectomie. Et en fait, on commence par le curage ganglionnaire avant d'aller toucher la prostate.
Vous voyez ici sur la vidéo l'artère et la veine iliaque qu'on va dénuder complètement. Et vous voyez ici le paquet de graisse que tient la pince. Et donc c'est la graisse, toute l'atmosphère graisseuse qui comporte les ganglions iliaques qui drainent la prostate. Ce que vous voyez ici, c'était aussi le nerf obturateur. Et on va faire bien sûr la même chose des deux côtés. On va dénuder complètement les vaisseaux iliaques, d'accord, jusqu'à la bifurcation iliaque. Voilà, donc c'est les iliaques primitifs externes jusqu'à l'iliaque primitif, comme vous voyez ici sur cette image. Alors, il faut savoir que le curage ganglionnaire, c'est le meilleur moyen de staging quand il est réalisé de façon étendue. Ça veut dire qu'on n'a aucun examen d'imagerie qui peut nous dire à 100% si c'est un N0 ou si c'est un N1. Il n'y a que le curage ganglionnaire quand on enlève toute la graisse qui entoure les vaisseaux et qui sera analysée par l'anatomopathologiste qui nous dira qu'il y a eu 20 ganglions, 25 ganglions enlevés et aucun n'est infiltré. Il n'y a que ça pour nous rassurer, nous dire ce patient est un N0 ou ce patient est un N1. Alors, la préservation nerveuse, chez des patients jeunes qui ont un désir de conservation de leur fonction érectile et qui présentent un cancer de prostate localisé, on pourra leur proposer une préservation des bandelettes vasculo-nerveuses qui se situent latéralement à la prostate et qui ont pour but de préserver la fonction érectile après le geste opératoire. Bien sûr, s'il y a le moindre risque de franchissement de la capsule, on ne pourra pas le proposer. Bien sûr, on le verra, on pourra le juger sur l'examen clinique, sur une IRM et sur des nomogrammes. D'accord? Alors, on a parlé des traitements différés, abstention-surveillance, surveillance active et de la prostatectomie totale. On va parler maintenant de la radiothérapie et de la curithérapie. Alors, la radiothérapie, vous connaissez tous ce que c'est que la radiothérapie. Alors, la radiothérapie externe pour le cancer de prostate doit utiliser une technique conformationnelle tridimensionnelle avec une modulation d'intensité. Alors, vous voyez ici sur la vidéo, il y a de multiples lames qui doivent bouger à chaque fois. Donc, pour donner un faisceau vraiment ciblé sur la tumeur et faire le moins de dommages au rectum et à la vessie, ce qui représente les organes les plus lésés au cours d'une radiothérapie externe pour cancer de prostate. Alors la radiothérapie externe devra administrer 74 grés, voire plus. On ne pourra pas faire une radiothérapie si le patient a déjà eu une radiothérapie pour autre chose. Il avait un cancer de vessie, un haut rectum, un côlon, il a déjà fait une radiothérapie pelvienne. On ne pourra pas lui en refaire pour son cancer de prostate. S'il a une maladie inflammatoire rectale active ou s'il a une sclérodermie. Donc, c'est des complications. Alors, apparemment, ça s'est arrêté. Non. Alors, juste pour me rassurer, vous m'entendez toujours? Ok. Alors, je vois des questions. Je vois des questions. Alors, ça coupe chez moi. Ok. Des paquets vasculo-nerveux. Ouais, très bien. Oui, bandelette vasculo-nerveuse. Alors, Fahd nous demande ce que c'est qu'un nomogramme. Alors, ce que c'est qu'un nomogramme. Bon, il faut savoir qu'il y a des sociétés savantes qui ont pris les dossiers de milliers, voire de dizaines de milliers de patients, qui ont vu les données préopératoires de ces patients, leur taux de PSA, ce qu'ils avaient au toucher rectal, ce qu'ils avaient à la biopsie, et ils ont suivi ces patients après prostatectomie radicale, et ils ont vu par la suite sur la pièce définitive de l'anapathe
quel était le pourcentage d'envahissement des ganglions, quel était le pourcentage de franchissement capsulaire pour les données initiales, c'est-à-dire avec un même taux de prostate, un même toucher rectal et un même glisone à la biopsie, quelle était l'évolution possible. Et donc, sur des pourcentages, ils ont établi ces nomogrammes, c'est sur application, sur Internet. On leur donne toutes les données préopératoires, les trois données dont je vous ai parlé, le nombre de biopsies positives, le pourcentage des carottes atteintes, etc. Et ces nomogrammes vont nous dire tel patient a 99% de chances de survivre après prostatectomie radicale dans 10 ans. Il va nous dire selon ces données, ce patient présente 60% de risque de récidive dans les 5 années à venir. Il va nous dire ce patient pour ces données-là, il a 30% de chances que ses ganglions soient infiltrés. Il va nous dire pour ces données-là, ce patient a 80% de chances que le cancer ne soit pas confiné à la prostate, qu'il y ait une extension extracapsulaire, ainsi de suite. Donc, c'est ça les nomogrammes. Alors, la conservation des bandelettes vasculo-nerveuses, elle est conditionnée en fait, par l'état local. C'est-à-dire, si on a une tumeur d'un côté, si on a par exemple des carottes biopsiques positives à droite, on ne va pas préserver à droite, on va préserver des bandelettes vasculo-nerveuses à gauche, par exemple. Si on a une tumeur qui est vraiment antérieure, par exemple, qui est vraiment loin de la capsule et qui est de très faible grade, on pourra proposer une conservation bilatérale. Voilà. Je sais vous poser la question, pourquoi ne pas conserver les bandelettes chez tout le monde? C'est vrai, si on pose la question à un homme, quel que soit son âge, on va lui dire est-ce que tu as envie de conserver ta fonction érectile? C'est clair qu'il nous dira oui. Voilà. Donc, il faut que ce soit bien sûr un patient motivé. Si c'est un vieux patient qui vous dit non, de toute façon, j'ai déjà une dysfonction érectile depuis plus de 10 ans, j'ai eu aucun rapport, j'ai plus de fonction érectile. Si vous lui dites on va pas vous conserver les bandelettes, voilà, il sera pas gêné plus que ça. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Oui, oui, très bien. Alors, on me pose la question si un patient a une tumeur de haut risque, très bien. On va parler de ça dans les indications, d'accord? Très bien. Alors, je reprends. Alors, je parlais de la radiothérapie. Alors, je disais que la radiothérapie doit être conformationnelle, tridimensionnelle, en modulation d'intensité, qui doit administrer 74 grés au plus, d'accord. Les contre-indications, je vous en ai parlé déjà. Et le volume initial doit comprendre la prostate dans son ensemble, les vésicules séminales, du moins leurs pieds, les pieds des vésicules séminales, plus ou moins les aires ganglionnaires selon l'indication. Alors ça, c'était pour la radiothérapie externe. Pour la curithérapie, alors il faut savoir qu'il y a deux types de curithérapie. Le bas débit de dose et le haut débit de dose. Alors la curithérapie à bas débit de dose, c'est ce que vous voyez sur la vidéo. C'est des sources radioactives, d'accord, qui contiennent de l'iode 125 radioactive, qui va émettre des rayonnements qui vont détruire le cancer de prostate. Alors vous allez voir comment on les met en place, d'accord. On va faire bien sûr une IRM, tout l'examen habituel. Par la suite, bien sûr, on mettra le patient sous anesthésie générale et avec des aiguilles par voie périnéale, on va faire pénétrer ces grains radioactifs et on va les placer au niveau de la prostate avec un contrôle échographique. Voilà, on va les positionner à l'intérieur de la prostate. Alors, ce qui est très important, puisque ces grains d'iode, ces grains vont être implantés au niveau de la prostate,
Le patient peut les perdre, par exemple, par son urètre. Elles seront extériorisées par son urètre. C'est des sources radioactives et donc ça présente un danger pour l'environnement et ainsi que donc pour les proches du patient. Et donc, les grains devront être récupérés et remis au radiothérapeute traitant. Deuxième curithérapie, donc la première c'était à bas débit de dose, donc c'est un faible débit et qui sera émis pendant plusieurs mois. La deuxième technique de radiothérapie, la deuxième technique de curithérapie, c'est la curithérapie à haut débit de dose. C'est-à-dire qu'on va administrer au patient un haut débit de dose en une seule séance et on le laisse tranquille. Alors, vous allez voir, pardon, à haut débit de dose, le patient est installé de la même sorte, d'accord? Toujours sous anesthésie générale. Et on va faire bien sûr cette curithérapie pourra compléter une radiothérapie externe. Il y a un projecteur de source, d'accord, relié avec des câbles. Et on va placer au niveau de la prostate des aiguilles seulement. Et le rayonnement est transmis à la prostate durant une vingtaine de minutes seulement. Par la suite, on va juste retirer les aiguilles afin de voilà. Les aiguilles peuvent même bouger si la prostate bouge au cours du geste, d'accord? Et voilà, à la fin du geste, tout le matériel est retiré et le patient a reçu toute la dose de curithérapie, donc un haut débit de dose, et il n'y a aucun problème, aucun souci, ni pour l'environnement familial, ni autre. D'accord? Donc on laisse rien au niveau de la prostate, on l'a traité en une seule séance. Contrairement à la curithérapie par faible débit de dose, c'est des grains radioactifs qui sont implantés au niveau de la prostate et qui vont émettre un rayonnement pendant plusieurs mois. Et donc, s'ils sont perdus, comme je vous l'ai dit, il y a un risque.